Du professeur Israël Shahak, Histoire juive, religion juive, le poids de 3 millénaires, chapitre 3, Orthodoxie et interprétation, les dispenses, suite. 2. L'année sabbatique. Selon la loi talmudique qui reprend le Lévitique, chapitre 25, les terres possédées par les Juifs en Palestine doivent être laissées en jachère tous les 7 ans. On lit en note, pour être exact, dans de nombreuses parties de la Palestine. Apparemment, les régions auxquelles la loi s'applique sont celles où la population juive était prédominante vers 150-200 après Jésus-Christ. Fin de note. Cette année-là, dite année sabbatique, tout travail agricole, y compris la récolte, est interdit sur ces terres. Des documents de toutes sortes indiquent que cette loi fut observée rigoureusement pendant 1000 ans, du 5e siècle avant Jésus-Christ jusqu'à la disparition de l'agriculture juive en Palestine. Par la suite, bien que n'ayant plus d'objet, cette loi fut gardée intacte en théorie. Mais, dans les années 1880, avec l'établissement des premières colonies agricoles juives en Palestine, elle se mit à poser un problème concret. Les rabbins favorables aux colons fabriquèrent une dispense qui a été perfectionnée par leurs successeurs des partis sionistes religieux et qui est devenue une pratique établie de l'État d'Israël. Voici comment cela se passe. À la veille d'une année shabbatique, le ministre israélien des Affaires intérieures remet au grand rabbin un document qui l'institue propriétaire légal de toute la terre israélienne, privée et publique. Muni de cet acte, le grand rabbin se rend chez un non-juif et lui vend toute la terre d'Israël, et depuis 1967, des territoires occupés, pour une somme nominale. Un document séparé stipule que l'acheteur revendra la terre après 1 an écoulé. Cette transaction se répète tous les 7 ans, en général avec le même acheteur. Les rabbins non sionistes ne reconnaissent pas la validité de cette dispense. On lit en note, en conséquence de quoi les juifs orthodoxes non sionistes d'Israël organisent pendant les années sabbatiques des points de vente de fruits et légumes produits par les Arabes sur les terres arabes. Fin de note. Ils affirment non sans raison que la loi religieuse interdisant de vendre les terres de Palestine aux gentils, toute cette transaction repose sur un péché et donc est nulle et non avenue. À quoi les rabbins sionistes répondent que la loi interdit certes une vente réelle, mais pas une rente fictive. C'est incroyable. 3. La traite des vaches le jour du Shabbat. Elle a été proscrite à une époque post-talmudique sous l'effet du processus déjà noté de renforcement des règles religieuses. Il était facile de respecter cet interdit dans la diaspora où les Juifs qui possédaient des vaches étaient en général assez riches pour avoir aussi des serviteurs non juifs à qui l'on pouvait confier, grâce au subterfuge sus décrit, cette activité. Les premiers colons juifs de Palestine engageaient des Arabes pour accomplir cette tâche ainsi que d'autres. Mais, quand les sionistes décrétèrent que seuls les Juifs peuvent travailler sur les terres rédimées, il fallut bien inventer une dispense. De fait, ce n'était pas un mince problème avant l'introduction de la traite mécanique à la fin des années 50. Là encore, grave dissension entre rabbins sionistes et non sionistes. Selon les premiers, la traite est permise pourvu que le lait soit coloré en bleu. Ce lait bleu sabbatique ne sert qu'à faire des fromages, le colorant s'en allant avec le petit lait. Les rabbins non sionistes se sont montrés bien plus imaginatifs. J'ai personnellement assisté à leur solution de la question dans un kibboutz religieux en 1952. Ils ont déniché une antique clause qui permet de soulager la vache le jour du Shabbat à la condition expresse que le lait se répande sur le sol. Mais voici la solution. Le samedi matin, un pieux kibbutznik va à l'étable
et dispose des seaux sous les vaches. Car rien dans toute la littérature talmudique n'interdit un tel travail. Puis, il va prier à la synagogue. Sur ces entrefaites, un de ses collègues arrive à l'étable avec, entre guillemets, l'honnête intention d'empêcher les vaches de souffrir en faisant couler leur lait par terre. Mais si le hasard fait qu'il y a juste là un seau, doit-il l'ôter ? Cela n'est prescrit nulle part. Il remplit donc sa mission charitable, ainsi que les seaux, et se rend lui aussi à la synagogue. Enfin, un troisième pieux collègue passe par l'étable où il n'est pas peu étonné de découvrir des seaux pleins de lait. Il les met au frais et rejoint ses camarades à la synagogue. Tout est bien qui finit bien et sans avoir à acheter du colorant bleu. 4. Le mélange des semences. Plusieurs dispenses ont été promulguées par les rabbins sionistes eu égard à l'interdiction de semer deux espèces de graines différentes dans le même champ. Lévitique 19-19. L'agronomie a en effet démontré que dans certains cas, notamment la culture des fourrages, les semailles mixtes étaient les plus rentables. Les rabbins ont donc proposé cette dispense. Quelqu'un ensemence le champ en longueur avec une espèce de graine, et peu après, un de ses camarades, entre guillemets ignorant ce qu'a fait le premier, sème en largeur une autre espèce. Les intéressés trouvant que cela faisait beaucoup de travail gaspillé, on en est arrivé à cette deuxième solution. Quelqu'un fait un tas d'une espèce de graine dans un endroit public, recouvre le tout d'une toile ou d'une planche et verse par-dessus l'autre espèce de semence. Sur quoi un autre arrive et s'exclame devant témoin « J'ai besoin de ce sac ou de cette planche ». Il la prend et les graines se mélangent entre guillemets naturellement. Finalement, un troisième arrive avec l'intention de ramasser ça et d'aller le semer dans tel ou tel champ. On lit en note. Pendant l'hiver 1945-46, alors que je n'avais pas 13 ans, j'ai pris part à cette cérémonie. L'homme chargé des travaux des champs dans l'école agricole religieuse où j'étais était très pieux. Il a pensé que le plus sûr était de faire accomplir l'acte décisif d'enlever la planche par un orphelin de moins de 13 ans. Avant cet âge, en effet, un garçon n'est pas coupable de ses péchés. C'est son père, s'il en a un, qui est tenu pour responsable. Tout me fut bien expliqué, surtout le devoir de dire « j'ai besoin de cette planche », ce qui n'était pas du tout le cas, bien sûr.